Moi, je pense qu'il faut pas être souple pour faire du yoga. Par contre, je pense vraiment que suivant les pratiques de yoga, ça peut être compliqué si on n'est pas souple. Tu vois, moi, dans mon domaine, le coaching sportif, je considère qu'en fait, à chaque fois qu'on va à la salle, c'est pour se confronter. On a plus intérêt à venir pour quelque chose où on n'est pas doué que pour quelque chose où on est doué. C'est trouver le juste milieu entre je vais faire quelque chose qui est quand même pas forcément évident pour pouvoir progresser et en même temps, je prends quand même du plaisir et je suis pas non plus tout le temps en situation d'échec. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, historiquement, c'est les hommes qui enseignaient le yoga et les femmes n'avaient pas vraiment le droit de faire du yoga. C'est qu'il y a eu un côté, je pense, très marketing à un moment et qui a donc attiré une population de femmes. Physiologiquement, on a plus de chances quand on est une femme d'être plus souple qu'un homme. J'ai envie de dire, c'est plus aux hommes d'aller au yoga pour créer cette souplesse qui en fait n'est pas forcément caractéristique. Et les femmes, bien sûr, c'est très bien de l'entretenir, mais pour moi, il faudrait inverser un peu les tendances. Je vérifie que tous mes élèves sont OK et je vais pas laisser un élève dans une posture si je vois qu'il risque de se blesser. J'ai des élèves qui viennent me voir et qui me disent « Mais écoute, voilà, ce que tu m'as dit, ça a vraiment résonné, j'y ai pensé toute la semaine. » Ça, c'est pas le côté physique, c'est vraiment le côté philosophique du yoga. J'encourage les hommes à tester vraiment le yoga. Un soulevé de terre avec une triple scoliose, c'est pas la même chose qu'un soulevé de terre quand la colonne, elle est normale. Moi, il y a des machines que je peux pas utiliser, sinon ça crée de grosses douleurs au niveau du coude. « 20 questions. Tu réponds de manière binaire, oui, non, pour, contre, surcoté, sous-coté. Le plus rapidement possible, théoriquement, on a 1 minute pour répondre à tout. J'ai super peur. J'ai le cœur qui bat, non mais vraiment. C'est vrai. Si tu veux pas répondre, t'as droit à un joker. Tu dis Ça joker, marche. mais t'en as qu'un seul sur 20 questions. OK. La prof de yoga en PLS. Mais oui. Alors vas-y, je me mets en mode Hugo décrypte. Alors, penses-tu que certaines personnes ne sont pas faites pour le yoga? Non. Est-ce qu'il faut être souple pour faire du yoga? Non. Le yoga, c'est que pour les femmes. Non. Du yoga sans spiritualité, c'est quand même du yoga. Non. Un prof de yoga doit être plus forte en yoga que ses propres élèves. Ah, compliqué. Non. Le yoga et le pilates, c'est la même chose. Non. On en reparlera. Le yoga, c'est mieux que le pilates. Oui. Le yoga, c'est mieux avant ou après manger? Avant. Pour ou contre la posture parfaite en yoga? Contre. Le plaisir est plus important que la technique en yoga. Oui. Corriges-tu toutes les mauvaises postures des séances en groupe? Non. Le yoga, ce n'est pas fait pour les personnes en surpoids. Si. J'ai une hernie discale, est-ce que je peux pratiquer du yoga? Joker. J'ai des douleurs de genoux, est-ce que je peux faire du yoga? Ah oui, je t'attaque 2 fois là-dessus. C'est pour ça Il y a que qu'un tu sentais joker. le joker. Oui. On développera après s'il faut. Je ne connais pas ma droite de ma gauche, est-ce que je peux faire du yoga? Oui. Heureusement. Tu penses faire partie des meilleurs profs de yoga? Dans le top 30% des profs en France. Ah non, mais ça, franchement, c'est sale comme question. C'est pas bien hein, comme question. C'est hyper sale comme question. J'ai pas prévu... Tu te classes pas? Du coup, non. Non. Tu me bats au gainage? Ouais. Ah ouais? Tu fais quel temps? Tu penses au max? Alors, mon record que j'avais fait en salle de CrossFit, on était à 11 minutes. Ouais, me bat, mais... Ok, large, oui, il n'y a pas de débat. Le yoga, c'est surcoté ou c'est sous-coté? C'est sous-coté. Pour ou contre le yoga bière? Pour. Ah. Le yoga sur chaise, est-ce que c'est du yoga? Oui. Tu as répondu à toutes les questions, bravo. Ok, bon, je pense qu'il y en a qui méritent d'être développés. Ouais, d'être développés. Il y a des fois quand même j'ai hésité. Ouais, non mais ça se comprend. À ton tour. Ouais, on inverse maintenant. À toi. Alors moi par contre, il va y avoir du suspense. Je pioche mes questions. On est parti. Alors, est-ce que tu fais régulièrement des bourdes pendant tes cours? En fin de journée ou en fin de semaine, ouais. Il y a des genoux qui deviennent des coudes, des pieds qui deviennent des mains, mais personne ne se blesse. Je pense que ça méritera qu'on en reparle. Est-ce qu'on peut effectuer la posture et le geste parfait? Moi, j'ai envie de dire pas au début, mais avec du temps, oui. Mais enfin, on a je dit développe, oui ou non? Pardon, non.
J'ai cassé le concept. Non, mais le gars ne suit pas du tout le concept. T'as rien compris. Faut-il une morphologie particulière pour faire du sport? Non. Ici, j'ai des tout petits papiers. Non, celle-là. Si, remarque, si je te la pose en fait. Vas-y. Est-ce que le yoga est un sport? Pour moi, oui. Très bien. Parce qu'en fait, je pensais me l'auto-poser, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir ton avis aussi. Ouais, mais je pense qu'il faudra le développer. Ouais, exactement. Est-ce que quand on est coach, on vit d'amour et d'eau fraîche? Ouais, je dirais d'amour et de bière, mais donc non. Et est-ce que c'est facile d'être coach? Oui, pour moi. Et là, franchement, je vais te reposer la question. Ouais. Est-ce que tu penses être le meilleur coach ou dans les 30%? Dans les 30%, ouais. Franchement, ouais. Par rapport à combien d'années ça fait que je suis en place. D'accord. Elle était dure, celle-là. Elle est dure, hein. Ah ouais, celle-là, elle est super dure. Voilà. Est-ce que le prof a toujours raison? Non. Nous aussi, on se trompe. Suspense. J'espère que tu as un peu peur quand même. Ah, un peu, là. Est-ce que avoir de jolies baskets aide à faire du sport? Non. Désolé. Désolé, les influenceurs. Je sais même plus les questions que je pose. Alors moi aussi, c'est le suspense. Dans un milieu concurrentiel, est-ce qu'on s'entraide ou est-ce qu'on se tire dans les pattes? Globalement, je trouve que ça se tire dans les pattes. Ok. Moi, j'aurais plutôt dit, tu vois, alors c'est peut-être une différence, prof de yoga ou coach. Moi, j'aurais dit plutôt on s'entraide. Mais c'est peut-être le côté yoga alors. Ou alors peut-être que je suis juste naïve. Hein. Non, moi, j'ai des retours de beaucoup de coachs qui sont étonnés que j'aille vers eux de manière neutre, juste pour découvrir et changer. Moi, il y a des coachs qui veulent pas partager les entraînements qu'ils font. Quand je pose des questions pour un coacheuse que je suis en difficulté, ils veulent pas répondre juste par principe ils ont la recette spéciale secrète. Et la plupart des gens disent ouais, toi c'est bizarre, tu viens de manière neutre, pas pour voler de l'info. Mais effectivement, moi, quand je viens vers un coach, très souvent il y a un petit rejet au début de pourquoi il s'intéresse à moi, alors que pour moi, je viens juste voir un collègue. Et il y a ça un peu chez les coachs sportifs, ouais. Ah, parce que nous, en yoga, j'ai l'impression, mais encore une fois, moi, je suis plutôt de la team candy, naïve et tout. Hein. Le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on s'entraide, vraiment. Peut-être qu'on a soulevé une différence entre le monde des coachs et le monde des profs de yoga. Est-ce qu'on a le droit de parler à son voisin de tapis? Bon, si on est sur un tapis. Ouais, ou en groupe, oui. Totalement. N'est-il pas un peu utopique de proposer des cours tout niveau? Oui. Quand vraiment on commence à avoir des diversités de niveaux, ça commence à être très compliqué. Ouais, je confirme. C'est toujours difficile. Après, ça fait partie du charme et ça fait partie aussi, je pense, de la compétence du prof. Ouais, le savoir-faire. Alors, est-ce qu'un coach prépare ses cours ou est-ce qu'il attend l'inspiration céleste du moment? Ah, on prépare, hein. Déjà, je les prépare le matin même, ce qui est tard. Et non, c'est préparé. Ouais. Et on a une ligne directrice. Je suis d'accord avec toi. Ben, moi, je passe au moins une demi-journée par semaine à préparer mes cours. Bon, moi, je les groupe, mais c'est au moins une demi-journée par semaine. Moi, c'est tous les matins, minimum une demi-heure. Bon, on est des travailleurs quand même. Ouais, de fou. Doit-on être sérieux en coaching? Non. Pour moi, on est là pour s'amuser, progresser, mais on est là pour s'amuser quand même. Bon, ça va, on est sur la même longueur d'onde. Moi, je le dis, hein, mais si vous n'aimez pas les blagounettes, il faut pas venir à mon cours. Bon, des fois, elles sont très nulles, mais je fais de mon des fois, mieux. on a un manque d'inspiration. Est-ce qu'on progresse à chaque séance? Oui. Ah, c'est marrant. Moi, j'aurais répondu non. C'est vrai? Ben, on développera, mais je vais dire pourquoi j'ai dit oui. Très bien. J'aimais bien celle-là de question. Ouais, elle est bien, franchement. Hein? Elle est intéressante. Dernier. Ben justement, alors ça, c'est une question sur le yoga, mais que je te pose à toi. Est-ce que le yoga, c'est ennuyeux? J'avais droit à un joker, non? T'avais droit. Joker. J'adore. Je développerai mes jokers. J'adore.
Super, Bon, on a tout très posé. bien. Et on a tout posé. Donc vas-y, dis-moi ce que tu penses sur le fait que être souple, c'est important pour faire du yoga. Donc moi je pense qu'il faut pas être souple pour faire du yoga. C'est un peu comme dire je veux pas prendre de cours de natation parce que je ne sais pas nager. Oui, c'est pareil. tout à fait. Par contre, je pense vraiment que suivant les pratiques de yoga, ça peut être compliqué si on n'est pas souple. Donc il faut vraiment trouver son chemin. Ouais. Pour arriver à s'assouplir étape par étape. Si on va dans un cours de vinyasa hyper intensif et qu'on est hyper raide, en fait, on risque de mal vivre la chose. Mais au contraire, je conseille, si on n'est pas souple, de faire du yoga. Ouais. Bah, tu vois, moi, dans mon domaine, le coaching sportif, je considère qu'en fait, à chaque fois qu'on va à la salle, c'est pour se confronter, entre guillemets, aux endroits où on est un peu plus fragile, un peu moins fort. Donc, en fait, on a plus intérêt à venir pour quelque chose où on n'est pas doué que pour quelque chose où on est doué. Si on vient pour l'exercice où on soulève le plus lourd, où on pousse le plus lourd, en fait, presque on n'a pas trop besoin de venir. Ben, exactement. C'est trouver le juste milieu entre je vais faire quelque chose qui est quand même pas forcément évident pour pouvoir progresser et en même temps, je prends quand même du plaisir et je suis pas non plus tout le temps en situation d'échec. On peut pas proposer à des élèves tout le temps des situations d'échec et d'échec et d'échec. Donc voilà. Pas forcément être souple. En fait, ça dépend de l'objectif. C'est si vous êtes souple et que vous voulez performer, bah, c'est très bien. Si vous n'êtes pas souple et que vous voulez performer, ça va être plus dur. Et si vous n'êtes pas souple et que juste vous voulez vous assouplir, bah oui, venez au yoga, c'est la bonne, on va dire le bon chemin. Le yoga, c'est que pour les femmes. Alors, est-ce que tu vois pourquoi j'ai posé cette question? Parce qu'il y a beaucoup d'élèves femmes. Et alors moi, j'ai une majorité d'élèves femmes, hein, très clairement. De manière générale, mais j'ai des hommes qui viennent souvent avec leurs femmes. Oui, mais c'est ça. Ce que j'allais dire, moi, c'est très souvent les retours que j'en ai sur les cours de yoga, c'est à 90% féminin. Et les hommes qui sont là, bon, il y en a qui viennent parce que ça les intéresse, mais il y en a soit c'est pour leur santé, parce qu'il y a un problème, soit c'est ils accompagnent leur femme. Mais j'ai l'impression que c'est assez rare qu'un homme se dise, bah, pour mon bien-être, pour ma santé, bah, je vais aller faire du yoga. C'est vrai. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, historiquement, c'est les hommes qui enseignaient le yoga et les femmes n'avaient pas vraiment le droit de faire du yoga. Donc les choses se sont inversées. Totalement. Parce que avec des jolis leggings, maintenant on a beaucoup. C'est vrai. Enfin, moi je parle pas de mes leggings à moi, hein, mais ça d'ailleurs on l'avait comme question, on l'a pas gardé, mais sûr. Est-ce qu'il faut être bien habillé pour le sport? Mais c'est ça, c'est qu'il y a eu un côté, je pense, très marketing à un moment et qui a donc attiré une population de femmes. Il y a aussi un côté où de plus en plus dans le yoga, on amène de la fluidité, du mouvement, quelque chose d'un peu dansé, notamment dans le yoga flow, dans les cours de vinyasa, qui est un petit peu plus, on va dire, sensibilité féminine, mais qui est aussi intéressant même pour un homme, pour apprendre à respirer. Donc, au contraire, moi, j'encourage les hommes à tester vraiment le yoga. Mais moi, tout à fait d'accord. Moi, c'est même justement l'inverse. C'est que, en fait, du fait que physiologiquement, on a plus de chances quand on est une femme d'être plus souple qu'un homme, j'ai envie de dire, c'est plus aux hommes d'aller au yoga pour créer cette souplesse qui, en fait, n'est pas forcément caractéristique de leur physiologie. Et les femmes, bien sûr, c'est très bien de l'entretenir, mais en fait, pour moi, il faudrait inverser un peu les tendances. Les femmes où, justement, elles sont un peu moins aidées sur la force, par contre, elles sont très endurantes, pourraient mettre à profit leur endurance, leur souplesse pour créer de la force, et les hommes, inversement, d'aller à un endroit où, en fait, ils sont dans la difficulté. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois le sport. C'est vrai. Et n'oublions pas aussi qu'en yoga, alors, suivant bien sûr, les types de yoga, mais on travaille aussi des équilibres sur les mains, des équilibres sur la tête, il y a beaucoup quand même de travail aussi, de gainage, où là, pour le coup, les hommes vont se sentir, en général, et là encore, je parle en général, un peu plus à l'aise. Oui. D'ailleurs, alors moi, sur le yoga, franchement, c'est drôle à voir. Je suis pas incroyable du tout. Mais par contre, j'ai coaché des profs de yoga sur des mouvements comme Bakasana, Kakasana, tout ce qui est force haut du corps, en fait. Là, d'un coup, le prof de yoga était forcément intéressé d'avoir quelqu'un qui est un peu plus spécialisé dans la force, parce qu'elle rencontrait justement une certaine barrière où leur prédisposition physique ne les aidait pas. Et donc, voilà, comme tout le monde, comme tous les coachs, moi-même, j'ai pris des coachs en haltérophilie et autres, on a besoin de quelqu'un de spécialisé dans le domaine où on a une difficulté. Donc, effectivement, on retrouve ça même chez les profs. C'est ça. J'avais mis pour un peu faire un peu débat, c'était le yoga et le pilates, c'est la même chose. Alors, j'ai dit ça, c'est pas ce que je pense. Je dis ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui, des fois, me disent « Oui, je veux progresser, je veux faire un truc doux et en souplesse, je vais faire soit du yoga, soit du pilates. » Et je trouve ça fou de les mettre dans le même panier. On travaille pas la même partie. Historiquement, c'est complètement différent. Et justement,
Je pense qu'on peut rebondir sur la question d'après. Oui. Je m'en souviens encore. Est-ce que le yoga, c'est mieux que le pilates? Oui. Mais Toi, tu vas dire oui. Moi, je dis oui. Non, obligé. et en fait, le yoga, il y a un truc qu'on oublie beaucoup, mais c'est toute la partie philosophique. Ouais. Le yoga, ce n'est pas qu'une activité physique. Tu disais tout à l'heure, c'est un sport. Je suis d'accord avec toi dans le sens où il y a une partie sportive, mais il y a une partie vraiment philosophique qui est super importante. Moi, la plupart de mes cours, je les base sur quelque chose, sur la philosophie du yoga. Et ensuite, je me dis comment incarner ça sur le tapis, comment faire passer ça aux élèves. Et c'est marrant, j'ai des élèves qui viennent me voir et qui me disent mais écoute, voilà, ce que tu m'as dit, ça a vraiment résonné, j'ai pensé toute la semaine. Et ça c'est pas le côté physique, c'est vraiment le côté philosophique du yoga. Mais souvent, moi, ce que je dis donc pour les personnes qui doivent se décider, je leur dis, en fait, pour moi, on a le yoga qui est donc une philosophie qui vient vers le bien-être du corps. Et à côté de ça, on a le pilate qui est plus, on va dire, une biomécanique qui vient chercher le bien-être du corps. Donc, c'est le même objectif, mais pas le même point de départ. Et c'est presque des départs, on va dire, presque opposés. Donc, Et en yoga, on va travailler plus l'ensemble du corps. Et en pilates, on va être plus ciblé vraiment sur la sangle abdominale. Le pilates, on veut un muscle. Enfin, pas forcément, mais des fois, on veut un muscle. On a un deuxième dans l'eau qui s'ajoute. C'est pas bien. Il faut recommencer. Nous, on va travailler sur vraiment l'ensemble du corps jusqu'aux orteils. Hein. En cours de yin yoga, moi, j'assouplis les orteils. Hein, donc, voilà. Ok. J'avais demandé pour ou contre la posture parfaite en yoga. Alors ça, c'est une super question, c'est une vraie question. Moi, je suis contre, tout simplement parce que tous les corps ne sont pas faits pour aller dans toutes les postures. Et on passe souvent d'un côté à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment l'enseignement où il faut être aligné parfaitement. Puis maintenant, on dit on s'en fout des alignements. Moi, je suis vraiment entre les deux. C'est-à-dire que l'alignement, pour la sécurité, bien sûr qu'il est ultra important. Et moi, je vérifie toujours, il y a des zones, je sais, qui sont à risque dans des postures. Je vérifie que tous mes élèves sont OK et je vais pas laisser un élève dans une posture si je vois qu'il risque de se blesser. Par contre, si je vois que la personne a les hanches qui sont plutôt fermée et qu'elle ne peut pas aller dans une ouverture de hanche parfaite pour la posture, eh ben, je vais essayer de lui donner des conseils pour qu'elle aille un peu plus ouvrir ses hanches, mais je vais pas la faire aller dans la posture parfaite. C'est impossible, c'est pas respectueux pour son corps. Et encore une fois, c'est mettre les gens tout le temps en échec. On n'a pas envie d'aller à un cours de yoga pour tout le temps se mettre en échec, sachant que moi-même, il m'arrive de pas avoir l'alignement parfait. J'ai des parties de mon corps, notamment mes chevilles, qui sont extrêmement... qui sont pas souples du tout. Et il y a des postures où je peux pas m'aligner parfaitement à cause de ça. Et c'est OK, on vit bien. Hein. Ah oui, non, et en musculation, c'est pareil. Hein, au niveau de notre morphologie, moi, j'ai des valgus. Enfin, j'ai plein de choses qui font que j'ai une scoliose, une triple scoliose. Ah, moi aussi. Et voilà. Ah bah écoute, et donc, forcément, bienvenue au club. on est dérangé sur certaines choses. Un soulevé de terre avec une triple scoliose, c'est pas la même chose qu'un soulevé de terre quand la colonne, elle est normale. Et moi, il y a des machines que je peux pas utiliser, sinon ça crée de grosses douleurs au niveau du coude. L'avantage, c'est que vu que je suis un coach spécialisé en santé, ça fait que quand quelqu'un rencontre cette problématique, je la décèle tout de suite. Mais le désavantage, c'est sûr que si je dois mettre en avant mes performances, elles sont pas incroyables vu que on fait face à des difficultés. Et c'est pour ça qu'il y avait la question sur est-ce qu'on est les meilleurs coachs, est-ce qu'on est les meilleurs profs de yoga. Ah oui. Moi, en fait, c'était justement pour faire la différence entre meilleur en termes, effectivement, potentiellement de performance, mais aussi en tant que pédagogie, en tant que personne qui apprend. Et moi, je sais que sur la pédagogie, je suis vraiment bien parce que la majorité de mes élèves sont des gens qui ont toujours détesté le sport et ils sont toujours là 3 ans après avec moi. Et après, c'est sûr qu'en termes de performance, je suis pas du tout incroyable. Et c'est pour ça que je voulais te poser la question. Toi, en termes de pédagogie, tu vois, ça veut pas dire que c'est pas une manière de se classer pour dire que les autres sont nuls, mais... Non, je comprends ta question. Tu vois, vraiment... alors moi, il faut savoir que j'ai quand même été prof de SVT pendant plus de 10 ans à l'Éducation nationale, donc c'est vrai que j'ai un petit passé de pédagogue quand même. Tout à fait. C'est pas le même, le même public. Je pense que je suis assez pédagogue. Après, c'est pas à moi d'en juger. J'ai du mal à répondre à ce genre de questions parce que c'est pas à moi d'en juger. Et surtout par rapport au fait d'être bon ou pas bon. Le truc, c'est qu'il y a aussi le feeling du prof. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas en yoga, mais je pense que c'est pareil pour toi, qui est super important. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé d'aller prendre des cours. On m'avait dit, tu vas voir, le prof est super. 0 accroche. Et au contraire, des profs qui sont un peu sous-cotés, et j'y vais et je fais, mais c'est génial ce qu'il fait. Donc, c'est très, très difficile parce que ça sous-entend qu'il y a un classement. Je pense que je suis plutôt une bonne pédagogue quand même par mon passé, et puis je suis hyper scientifique. C'est-à-dire que moi, j'aime les choses
carré. Ok. Mes cours sont préparés, je sais pourquoi je fais telle séquence, je sais pourquoi il y a ces postures qui s'enchaînent. Je pense que de ce côté-là, ouais, c'est carré. Après, tout ce qui est le feeling, ça, tu contrôles pas. Et tu mets pas, je pense que tu peux pas vraiment mettre de classement. Non, pour moi, il n'y a pas de classement. Pour moi, en fait, je considère les coachs ou les profs de yoga bons. Déjà, le premier critère, c'est l'adaptation. Ouais. Si quelqu'un dit j'ai mal et c'est tant pis force, quel que soit le domaine, pour moi, on est sur quelqu'un qui, enfin, en tout cas, un professionnel qui fait pas d'effort. Parce que, on le sait, qu'il y ait une brûlure musculaire, que ça tiraille un peu, ok, mais une vraie douleur, c'est jamais normal. Jamais. Donc, ça, voilà. Et après, pour moi, un prof qui veut faire mieux et qui dit pas juste je suis le meilleur et je stagne, ça, c'est un signe de quelqu'un qui est bon. Alors écoute, ça tombe bien, même, par exemple, moi je suis en train de faire une formation, là, 300 heures, et je trouve que c'est super intéressant pour se remettre en question. Et je pense qu'en fait, tout le temps, je suis tout le temps en formation. Ouais, je crois qu'il n'y a aucun moment de ma vie où j'ai pas au moins une formation en cours. Parce que au moins, c'est un moyen aussi d'insuffler un peu de nouveauté, et pas de se fossiliser dans des habitudes. On prend aussi des habitudes, faut se méfier de ça. Et je trouve le fait d'avoir aussi un retour sur soi-même, c'est super important, d'avoir un œil critique aussi sur notre travail. Hein. Oui, tout à fait. J'avais fait une vidéo où le thème, c'était est-ce que je suis un bon coach, justement, le thème. Et j'avais dit, en fait, la réalité qui est que en fait, je suis meilleur qu'il y a 5 ans, mais je suis moins bon que dans 5 ans. Et je pense que tant qu'on se positionne comme ça, on sera bon. Parce que, quelles que soient les professions, même les professions avec les plus hauts diplômes, on voit la différence entre ceux qui sont formés toute leur vie et ceux qui ont arrêté post-diplôme. Pendant les 5, peut-être 10 premières années, ils sont bons. Et en fait, il y a un moment, ils sont un peu à la rue. Alors écoute, ils ont perdu beaucoup. Je vais te faire une confidence. Du coup, comme je disais, j'ai enseigné les SVT, donc j'étais agrégée de SVT, donc c'est quand même pas mal. J'ai un doctorat en neurosciences. Enfin, donc en termes de diplôme, voilà. Et là, j'ai oublié plein de choses. Plein de choses. Oui. Alors, en fait, c'est plus des capacités de réflexion que j'ai acquises. Mais en vrai, tu me poses des questions des fois. Je sais pas y répondre, des questions de biologie qui sont, parce que t'oublies, en fait. Ah oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut tout le temps se former, je suis d'accord avec toi. Moi, comme toi, moi, je suis allé pas jusqu'au bout, hein, mais je suis allé jusqu'à la 2e année de médecine, j'ai passé le diplôme de psychomotricien, j'ai passé le diplôme de STAPS-APA, donc j'ai plein de trucs, mais il y a des cours qui sont lointains dans ma tête. Hein, je les utiliserai jamais. En fait, c'est ça, c'est quand on n'utilise pas. Et aujourd'hui, je sais que dans ma tête, j'ai le corps humain, os et muscles en 3D, il n'y a aucun souci. Par contre, tout ce que j'ai appris sur les nerfs, sur les artères, enfin tout ça, là, c'est un peu flou. Donc, si les nerfs, tu peux me demander, c'est bon. Ouais, ça va. Alors, prochaine question. Le plaisir est plus important que la technique en yoga. Je trouve qu'on est là quand même pour se faire du bien et tant qu'il n'y a pas de risque de blessure. Hein, je disais, moi, c'est vraiment surtout ça que je regarde dans l'alignement. Il y a des choses où on voit, quand c'est pas correctement aligné, qu'on peut se blesser. C'est pas le but, mais surtout que les élèves se sentent respirer, qu'ils se sentent bouger, qu'ils sentent des parties de leur corps qu'ils n'avaient pas encore ressenties. C'est ça, je trouve, qui est intéressant, qu'ils soient dans le moment présent. Et c'est pas la performance, me faire la plus jolie posture. Tant mieux s'ils sont bien alignés. Il y a toujours cette fierté aussi, et même pour le prof, c'est chouette. Oui. Mais pour moi, c'est pas le but ultime. Ouais, tout à fait d'accord. Même dans mon domaine, sur des mouvements complexes, je me rappelle quand on m'avait appris en haltérophilie justement le soulevé de terre, et que je voyais que j'avais 8 choses à faire avant même de soulever la barre, je me dis, mais je peux pas enseigner ça à monsieur, madame, tout le monde, surtout que les 3/4 des indications étaient pour de la performance et pas, comme on l'a dit, pour de la sécurité. Donc, en fait, moi, au début, j'ai simplifié, j'ai donné les indications qui vont faire que mon élève ne se blesse pas. Et c'est sûr qu'il manque des choses pour qu'il performe, mais on va dire les premières semaines, au moins, il apprend. Dès qu'il connaît ses mouvements, enfin, ses, on va dire, prérogatives, et qu'il est assez adapté, là, je vais rajouter des choses. Mais sinon, je mets pas tout d'un coup, parce que, on va dire, le mouvement parfait va réduire le plaisir, donc l'adhérence, donc la personne ne continue pas, et au final, ça aura servi presque à rien. Moi, si je passe ma séance à corriger chaque détail, il y a un moment, ça peut pas fonctionner. Hein. C'est pas possible, c'est pas le but non plus de la chose. Alors, on était pour ou contre? Alors... Bon, ça rejoint un peu ce qu'on avait dit, mais corriges-tu toutes les mauvaises postures des séances en groupe? Donc, si c'est des postures qui mettent en danger les élèves, oui. Enfin, en tout cas, j'essaye, bien sûr. Si je vois que tout le monde est en sécurité, en général, j'essaye de corriger 1 ou 2 personnes où je me dis, là, peut-être qu'il y a moyen vraiment d'aller un tout petit peu plus loin. Après, de toute façon,
pour moi, c'est utopique de dire je vais corriger tout le monde dans toutes les postures. Ouais. Peut-être si on a 2 élèves, oui. Quand on commence à avoir 10 élèves, 15 élèves, et puis surtout, si je suis toujours sur le dos des élèves, à un moment, je pense que ça va les saouler. Moi, je sais, je suis la première. Quand je fais mon cours de yoga, bien sûr que j'ai envie que le prof, il me corrige et il m'indique 1 ou 2 peut-être choses à faire. Mais j'ai aussi envie qu'il me laisse un peu tranquille. Et surtout, moi, je me sers des indications communes. C'est-à-dire que quand je vois 3-4 personnes, en général, ils sont au moins 3-4 à faire la même chose, au lieu de les nommer, je vais donner une indication commune. Et ça, je trouve que c'est intéressant. En plus, ça stigmatise pas les gens. Parce que toujours nommer les personnes, la même personne. Donc, j'essaye souvent, je vois qu'il y a un alignement qui est pas forcément correct. Mais je vais pas forcément nommer la personne. Je vais donner une consigne plus générale. Si blablabla, alors blablabla. Voilà, c'est plus comme ça que moi, je vois les choses. Moi, de la même manière, moi aussi, j'ai un groupe où des fois, il y a un exercice, il y en a un, parce qu'eux, ils tournent. Il y en a un qui fait un autre exercice, j'ai eu beau le montrer et tout le monde recopie. Des fois, je suis là, je dis, bon, je vais travailler le grand dorsal, ce sera les rhomboïdes, c'est pas grave, c'est pas loin. Et il y a le moment où tu poses un peu ta casquette de coach, tu te dis, ils s'amusent et ils sont pas en danger. C'est ça. C'est un petit peu ça. Moi, ça m'arrive, des élèves qui font une posture qui n'ont rien à voir, et je fais, mais vous m'inspirez. Et allez, c'est parti. Allez, tout le monde, hop, on se met dans la posture. En vrai, ça fait partie aussi du jeu. C'est ça, de toute façon, la dynamique de ludique. groupe, c'est important. Ouais, super important. Alors, ça, c'est une question. Moi, je recommande très souvent le yoga. Et quand j'ai des personnes en surpoids, elles souvent me disent non, c'est pas fait pour moi. Alors là, je suis pas du tout d'accord. Ce qui est vrai, ce qu'on peut pas nier, c'est qu'il y a des postures qui vont devoir être peut-être entre guillemets aménagées, mais comme pour tout le monde. Oui. Si une personne manque de souplesse, il va falloir aménager avec des briques, avec des choses ou des variations. Il y a des personnes qui sont blessées, on va aménager. Et il y a des personnes peut-être même qui sont pas bien aujourd'hui, qui ont passé une sale journée. Il va falloir aménager parce qu'elles n'ont pas envie de forcer aujourd'hui. Le fait d'être en surpoids, ça va faire quoi ? Ça va faire que parfois, sur certaines postures, comme les flexions avant, peut-être que si vraiment il y a le ventre qui peut gêner, et ça c'est vrai, on va proposer des aménagements, c'est pas grave. Donc vraiment... pour moi, non, il y a aucun souci. Il n'y a pas de raison de se limiter si on est en surpoids pour faire du yoga. Aucune raison, on peut toujours trouver des choses... Des adaptations. Des adaptations, comme... Moi, je sais, par exemple, je reviens à mes chevilles, mais c'est un peu un traumatisme. Mes chevilles raides, il y a des choses où j'adapte, il y a des postures que je ne peux pas faire, et j'adapte. Et puis voilà... Moi, le chien tête en bas, j'ai le choix. Soit le dos droit, soit les jambes tendues. Mais j'ai pas les deux. Donc, vu que j'ai jamais pratiqué régulièrement le yoga, moi, je préfère faire le dos droit parce que c'est ce que je fais, on va dire, le moins bien. C'est la bonne réponse. Et les ischios, je sais les étirer de mon côté. Donc, voilà. De toute façon, le chien tête en bas, c'est une posture faite pour étirer le dos, en fait, parfait, et pas les ischio-jambiers. Donc, tu as raison, tu as pris la bonne variation. Et c'est vrai que, en plus, la plupart des gens vont devoir fléchir les jambes en chien tête en bas. Et c'est très bien. Oui, Moi, le matin, mon chien tête en bas du matin, le premier chien tête en bas du matin, jambes fléchies. On y va doucement. Ça rassure au moins de savoir que même les profs... Non, mais... j'ai une hernie discale, est-ce que je peux pratiquer du yoga ? Alors là, j'ai mis joker, parce que je pense qu'il faut un avis médical. Je dirais en soi, ça dépend. En phase aiguë, je dirais non. Après, il faut apprendre à vivre avec si c'est quelque chose qui perdure. On a tous des petites hernies à partir d'un certain âge. Il faut savoir que si on fait une activité physique, et même à partir d'un certain âge, si on fait une imagerie, il est à peu près certain qu'on va voir des choses qui sortent. Donc, je dirais là, j'ai mis joker plus parce que ça dépend vraiment du contexte. C'est ça. Grosse hernie discale, phase aiguë, très douloureuse. Non. La personne a du mal à marcher, ça va être problématique. Une hernie discale comme la mienne où toutes les personnes qui ont vu ont dit mais elle est toute petite et je fais oui j'ai un peu mal quand même et au final donc c'est que l'hernie discale. Voilà c'est juste ça. Non et au final effectivement moi je sais qu'il n'y a pas de contre-indication, elle est douloureuse mais à la mobilisation elle l'est pas. Donc en fait, elle est en postural en fin de journée. Mais alors, il faut savoir que l'imagerie et la douleur ressentie, souvent, ne sont pas corrélées. C'est ça, exactement. Et ça, c'est une des choses les plus difficiles avec le mal au dos. C'est que parfois, il y a des gens qui vont avoir des imageries de folie. Moi, ça m'est arrivé d'avoir même une élève qui a fait une imagerie et les vertèbres étaient décalées. Le médecin n'a pas compris comment elle pouvait encore bouger. Voilà, tu fais OK, incroyable. Mais il y a des gens qui vont avoir une toute petite hernie discale qui va les faire souffrir.
Il faut voir un médecin. Moi, je dis toujours, je suis pas médecin, par contre. Chacun son métier. Non, mais ça, a priori, si on a une hernie discale, c'est pas, en tout cas, contre-indiqué, à moins que le médecin... Surtout dans le yoga, où la plupart des mouvements sont contrôlés, il y a l'engagement de la sangle abdominale, donc on est dans un bon contexte. C'est ça, au contraire, on va travailler la sangle abdominale, ça peut même aider. Mais à voir après avis médical. J'ai des douleurs au genou. Est-ce que je peux faire du yoga? Pareil, je dirais oui, mais je dirais par contre qu'il y a des postures qui ne seront pas forcément possibles. Ça, c'est vrai. Et il va beaucoup falloir écouter la douleur du genou. Ça, c'est super important. Et ça veut dire qu'il va falloir faire des adaptations, c'est certain. Mais il n'y a pas de raison de ne pas pratiquer le yoga. Après, si vraiment c'est des douleurs intenses, ou en tout cas qui empêchent d'être beaucoup debout, on pourra pratiquer plus le hatha yoga, où on va être plus... Enfin, je dis hatha yoga plus assis, c'est pas forcément vrai, mais on prendra peut-être plus le temps que dans un yoga vinyasa ou dans un yoga flow. Donc, à voir. Et comme la hernie, s'il peut y avoir un petit passage chez le médecin avant, ça fait toujours plaisir. Bien sûr parce qu'il y a tellement de raisons d'avoir mal au genou. Soit le tendon du quadriceps qui est inflammé, ou il y a quelque chose qui est décalé. Le ménisque qui commence à... Moi, je dis souvent qu'il commence à pelucher parce que en fait, ça fait comme des algues quand il est usé, qu'il faut opérer. En fait, des fois, c'est pas que le genou est douloureux qui vous empêche d'aller vers du yoga. C'est plus que grâce au yoga, vous savez que vous avez mal au genou. Et peut-être qu'il faut opérer maintenant pour que ce soit plus grave. Donc, c'est pour ça, quand il y a une douleur, de manière générale, c'est toujours bien de voir le médecin. Ouais, je dirais pareil. Aujourd'hui, les médecins, ils sont quand même, on va dire, une majorité, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ans, mais à dire, vous avez mal, il faut faire de l'activité physique. Donc, ça, retenez-le. Passage chez le médecin pour savoir qu'est-ce qu'il y a, et après, adaptation sur les sports que vous pratiquez, c'est toujours le mieux. Ouais, complètement d'accord. Et pour le genou, il y a aussi des gens qui me disent, j'ai mal au genou, mais c'est plus une douleur de contact. Dans ce cas-là, on peut très facilement aménager avec des props qu'on appelle des coussins. Des supports. Ou des protèges-genoux. Enfin, pas des protèges-genoux comme quand on fait du roller. Je viens en cours de yoga avec mes protèges-genoux. Tu sais que moi, je fais du snowboard comme ça. Moi aussi. Moi aussi, je mets des genouillères parce que tu passes ton temps à mettre tes genoux dans la glace. Moi aussi, j'ai des genouillères quand je fais du snowboard. Et donc, voilà. Alors ma question sur je connais pas ma droite et ma gauche, est-ce que je peux faire du yoga, c'était plus sur les personnes qui ont des difficultés en coordination, en repérage dans l'espace, c'était un peu cette idée-là. Alors, il faut savoir que je ne connais pas ma droite et ma gauche. Voilà. Non, j'ai un vrai problème là-dessus. Je sais que ma montre est à droite. Vous êtes en train de regarder, je dis, est-ce qu'elle a un bracelet pour savoir Oui, j'ai ma montre à droite. Après, quand je me trompe droite-gauche, moi, souvent, c'est plus comme quand je dis, par exemple, je vais parler, je sais pas, de la paume des pieds, ou de la plante des pieds. Ou des fois, quand on... Voilà, le cerveau, à un moment, il bug. Ça m'arrive d'avoir des bugs. Je dirais non, ça s'entraîne parce que moi maintenant je me suis quand même beaucoup entraînée, ça va beaucoup mieux. Donc déjà ça s'entraîne. Et puis surtout encore une fois, on n'est pas là pour un casting du Cirque du Soleil. C'est-à-dire que si à un moment l'élève se trompe, c'est pas grave en fait, il y a pas de souci. Donc pour la coordination, je dirais ça dépend, c'est-à-dire que si on est dans un yoga vraiment très dynamique où on va enchaîner beaucoup les postures, ça peut vraiment être super galère au début. J'ai des élèves qui sont passés par là, qui se sont accrochés et qui ont réussi maintenant à progresser, donc c'est possible. Mais peut-être qu'un yoga un peu plus, on va dire, statique, dans ce cas-là, est un peu plus approprié. Mais si vous n'avez pas envie de faire un yoga statique et que vous n'êtes pas coordonné, vous savez quoi, faites un yoga dynamique et puis ça va venir, en fait. De toute façon, moi, je reste toujours sur l'idée de si on a des faiblesses, faut les travailler. Voilà, c'est ça. Donc, justement, il faut aller dans les domaines où on n'est pas bon. Moi, je dis ça, natation, je suis un caillou et j'y suis jamais allé, mais il faut aller vers le domaine où on veut progresser. En fait, c'est ça le plus important. C'est ça. Et puis, en yoga, il faut pas oublier que la valeur numéro 1, c'est la bienveillance. C'est Ahimsa, c'est la règle de vie numéro 1. C'est la chose la plus importante. Donc, en fait, en cours de yoga, il y a personne qui va dire « Oh là là, il s'est trompé de côté, mon Dieu. » Non, c'est OK. C'est vrai que je pense qu'en yoga, il y a quand même plus de bienveillance parce qu'en yoga, on dira jamais « Oh là là, lui, il est trop nul. » Alors que dans la muscu, après, c'est un peu la faute des réseaux, il y a beaucoup ce truc de... il y a quelqu'un, par exemple, qui soulève lourd, mais qui n'a pas un physique incroyable. Et il sera critiqué. On dira, les poids sont faux. L'inverse, quelqu'un qui a un gros physique et il soulève lourd, on dira, bah oui, mais parce qu'il a un gros physique. On dirait qu'en fait, quoi qu'on fasse, c'est pas grâce à nous. Et il y a toujours Donc c'est vrai que c'est un milieu sur les réseaux. Je parle qui est assez toxique. Dans la réalité, pas du tout. C'est les plus gros de la salle qui vont venir féliciter les plus petits de la salle, qui vont venir aider. Donc dans la réalité, il y a beaucoup de bienveillance. Ah, c'est cool ça. Moi, je ressens vraiment ça aussi parmi mes élèves. Vraiment, ils sont hyper bienveillants, même entre eux. Je trouve une super ambiance. Et moi, c'est ce que j'ai envie de véhiculer. Et je suis la première à me tromper, des fois à rire de moi-même. Oui, oui. Franchement. Et puis voilà. Et c'est OK, on est là pour se faire du bien. Et
Le yoga, c'est surcoté ou c'est sous-coté? Tu m'as dit c'est sous-coté. Je trouve que les bienfaits du yoga sont sous-cotés. Par contre, je trouve que l'aspect qu'on montre sur les réseaux parfois est surcoté. Ouais. Et alors moi, c'est une des choses qui me dérange. Je sais, on m'a souvent dit sur tes réseaux, il faut que tu mettes plus de photos où tu fais des choses hyper jolies, que tu mettes des jolis leggings. Yeah. Le problème, c'est que c'est pas forcément ce que moi j'ai envie de transmettre. C'est pas ça le yoga. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est quelque chose qui te permet de te sentir mieux sur le tapis. Et aussi, au-delà du tapis, c'est donner des clés aux gens pour qu'ils acceptent mieux plein de choses. Alors ça, c'est un gros truc qu'on travaille en yoga, c'est l'acceptation. Eh oui. En même temps, travailler aussi la motivation. Il y a plein de choses qu'on peut travailler. Et moi, c'est ça que j'ai envie de transmettre. Et pas que, oui, regardez, j'ai un joli legging, j'arrive à me gratter le nez avec mon orteil. Ouais, super. Bien que parfois, j'amène les élèves à se gratter le nez avec leur orteil. On le fait parfois. Mais c'est vrai que les réseaux ont ce côté très visuel qui s'éloigne du sport. Moi, personnellement, les vêtements que je mets à la salle, je sais que j'exagère parce qu'ils sont vieux, ils sont troués. En fait, déjà, moi, personnellement, j'ai un plaisir à me dire le vêtement lâche avant moi. C'est-à-dire que je suis toujours là et le vêtement que j'ai, mes baskets actuelles à la salle sont les toutes premières baskets que j'ai eues à la salle. Parce que je fais ce qu'on nous dit, c'est-à-dire d'amener des chaussures propres. Et c'est toujours les mêmes. Et en fait, moi, j'attends vraiment ce moment où je pourrais me dire, même mes chaussures, elles ont lâché avant moi. Et tu vois, j'ai un débardeur. Ça. J'ai vu des photos de moi où la zone ici était beaucoup moins basse. Donc, je vois que le tissu il est en train de lâcher. Et moi, ça me fait plaisir. Et en plus, ça permet de se comparer que d'acheter les beaux leggings qui viennent remonter, gainer, découper. Moi, je trouve ça dommage parce que moi, je suis le premier à dire à mes élèves, ne vous regardez jamais dans le miroir pour votre physique quand vous êtes à la salle. Parce que vous allez vous regarder. Vous serez congestionné, vous serez luisant, beau, il y a la lumière. Vous rentrez chez vous, c'est plus la même lumière, vous avez décongestionné et vous allez être déçu. Moi, je préfère que vous regardiez le matin, au réveil, sans artifice, pour vous dire ça, c'est moi. À la salle, vous vous regardez pour la posture, mais soyez conscient de votre vrai corps, pas du corps qui dure juste pendant la séance. Mais je suis tellement d'accord avec toi. Moi, je véhicule aussi la même chose, c'est-à-dire acceptez-vous, acceptez votre corps, acceptez toutes les facettes, vos parts d'ombre, vos parts de lumière. Et moi, je vais arriver avec un legging qui remonte les fesses. Ouais. Mais en fait, non, mais laissez mes fesses tranquilles, elles sont comme elles sont. Et non, je fais pas de push-up, on s'en fiche. Oui. C'est pas ce que j'ai envie d'enseigner. Et au-delà de ça, pour moi, vraiment, le plus important, en yoga, il y a vraiment cet aspect aussi de philosophie. Et je trouve que le meilleur moyen de transmettre, c'est pas un joli vêtement, c'est un sourire. Ouais. Et voilà. Et là, il n'y a pas besoin d'avoir des super vêtements, des super... Et je trouve dans l'idéologie, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, de pas venir, on va dire, toute pimpante, ça change une dynamique. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils viennent dans des cours ou avec des coachs pour rejoindre le niveau du coach. Ça, c'est très souvent. Et je trouve que là, c'est bien parce que ça te met dans une posture où tu ne cherches pas à motiver les gens à rejoindre ton niveau, sachant que t'es prof et c'est pas forcément leur objectif, mais t'es là pour leur donner ce que tu sais, ce que t'as appris, la philosophie. Et tu vois, ça fait que plutôt que ce soit eux qui aillent vers toi, eux, ils viennent pour que toi, t'ailles vers eux. Et ça, je trouve ça beaucoup plus logique et sain que de venir et dire, regarde à quel point j'ai des gros pecs, tu vas avoir les mêmes. Moi, dans mon domaine, on sait que la génétique, elle joue. Il y a des personnes qui viennent avec des pecs qui sont plus gros que de gens qui sont là depuis 5 ans et qui s'entraînent très bien, mais pas la même génétique. Donc, quand on s'y connaît dans le domaine, on sait que ça sert à rien de prendre un coach pour rejoindre son physique. Et je pense que pour le yoga, c'est pareil. Je suis complètement d'accord. Et moi, tu vois, quelque part, j'ai envie d'inspirer les gens. Je trouve que c'est important, que ça fait partie de notre métier. Ouais. Mais j'ai pas envie de les inspirer parce que j'ai le cuisseau ferme. J'ai envie de les inspirer parce que je transmets quelque chose de plus solaire et de plus large. Et c'est ça vraiment qui me motive. Ouais, mais très belle image. Voilà. Tac. Bon, pour ou contre le yoga bière, mais pour en faut fait. Faut s'amuser. Est-ce que tu en fais des cours yoga bière? Non. C'est pour ça que tu ne me vois pas. Par exemple, j'aurais pas de. Alors. Ouais, j'aurais pas de mal par exemple, à dire, on va boire un verre après. Oui. Tout est dans la modération. Oui. Encore une fois, une règle de vie yogique, c'est la modération. Je vais pas dire, on va faire un cours de yoga, puis derrière, on va s'enfiler 3 litres de bière. Mais si on boit un petit verre de vin ou une bière, c'est OK. Qui je suis, moi, pour dire non, on ne boit plus d'alcool? Et c'est comme le végétarisme et tout ça. Oui. Moi, par exemple, je suis végétarienne, mais je prône pas forcément le végétarisme, sachant qu'en plus, les textes en yoga sont interprétables. C'est-à-dire que, voilà, tu sais pas trop, oui, non, peut-être, bref. Et je trouve que c'est important aussi de laisser un espace de jugement aux gens. Ouais, que chacun puisse faire ses choix, ses propres raisonnements. Le yoga sur chaise, c'est quelque chose... Alors moi, il faut savoir que j'interviens en clinique de la douleur et je conseille des personnes avec des grosses pathologies sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et des fois, on a des personnes qui ne peuvent même pas marcher 3 minutes. Ils sont dans un niveau de douleur.
Et souvent, je leur conseille le yoga sur chaise. Oui. Et j'ai très souvent le retour de « Oui, bah, c'est pas du yoga ». Autant demander à une professionnelle. Alors, écoute, justement, quand on me dit « Est-ce que tout le monde peut faire du yoga ?» Je réponds « Oui ». Mais il y a des gens pour qui c'est pas possible d'avoir une mobilité, par exemple de se mettre au sol, de faire des choses comme ça. Eh ben, le yoga chaise, c'est la solution. Moi, je sais que j'en propose pas, mais il y a plein de profs qui en proposent. Et c'est pour ça d'ailleurs que le yoga, c'est accessible à tous. Parce qu'il y a des choses comme ça, comme le yoga sur chaise. Et je trouve, si c'est du yoga, on peut travailler les mêmes thématiques philosophiques, on peut faire plein de choses et complètement 100% parce que moi, yoga. Plein de gens, ils ont un peu l'image du chien tête en bas, du position du guerrier. Mais on peut faire des variations de chien tête en bas, des variations de guerrier en yoga sur chaise. Je suis pas prof de yoga sur chaise, mais j'ai vu passer des choses. Et donc, yoga sur chaise, 100% yoga. Ah ouais, parfait. Un prof de yoga doit être plus forte en yoga que ses élèves. Ouais, j'ai envie de dire, il y a plein de postures où les élèves, potentiellement, seront meilleurs que moi sur certaines choses. Voilà, typiquement, on en revient à mes chevilles. Ouais, les chevilles, le retour. Les chevilles, le retour. Par exemple, des hommes, on en parlait aussi, qui sur les postures de force vont potentiellement pouvoir probablement aller sur des transitions un peu plus compliquées. Voilà. Pour l'instant, quand même, j'arrive à, je pense globalement avoir un niveau suffisant pour pouvoir coacher en tout cas tous mes élèves. Maintenant, je trouve que ce qui est important aussi, c'est de pouvoir expliquer techniquement. Voilà, si quelqu'un est plus fort que moi, plus fort entre guillemets, c'est OK. Je peux le guider. Si une posture, je ne la connais pas et je ne la maîtrise pas, par contre, je la guiderai pas. Mais si moi, je la maîtrise pas parfaitement, mais que je sais, j'ai des idées de comment c'est ressenti dans le corps, je peux guider, il y a aucun souci. J'ai pas l'impression de devoir forcément être meilleure que mes élèves. Globalement, quand même, heureusement, j'ai quand même des choses à leur apporter. Et puis encore une fois, faut pas oublier l'aspect philosophique. Et ça, c'est quelque chose, je pense, avec toutes les lectures que je fais, tout ça, je pense que j'ai quand même un temps d'avance, en tout cas j'espère. Voilà. C'est le but. Et après, moi je suis d'accord sur le fait, en fait, le plus important c'est d'être capable d'expliquer plus que capable de faire. Parce qu'il y a plein de domaines où par exemple, c'est sûr que quelqu'un qui veut atteindre le niveau où il faut soulever 500 kilos soulevé de terre, je dirigerai vers quelqu'un orienté sur l'haltérophilie parce que forcément, moi, je suis pas capable d'accompagner quelqu'un aussi loin. Mais sur les principes de base, pour passer d'un soulevé de terre peut-être de 0 à monter à 60, 80, voire 100 kilos, ça, là-dessus, il y aura aucun souci. Et effectivement, moi, je vais pas m'entraîner spécialement au-dessus de 100 kilos. Je peux totalement accompagner quelqu'un au-dessus de 100 kilos. Par contre, oui, il y aura forcément une limite là-dedans. Mais donc, je peux entraîner des gens plus forts que moi et ça m'arrive régulièrement. Et des fois, des gens avec une très, très bonne génétique qui me rendent un peu rageux. Oui. Parce que quand je les vois évoluer, je dis, ils font ce que je dis. Moi aussi, je fais ce que je dis et ça marche pas comme eux alors que c'est moi le coach. Et puis, imagine en cas de blessure ou de choses comme ça. Moi, je sais que je guide pas mal à la voix. Et aussi pour que, justement, les gens ne passent pas leur temps à me regarder. Et je trouve que c'est intéressant. Alors, je montre en partie parce que sinon, ils s'arrêtent. Mais, notamment sur le deuxième côté, souvent, je guide à la voix. Et du coup, ça, que j'arrive à me gratter, le nez toujours, on en revient à ça, avec l'orteil ou pas, quelque part, c'est moyennement important. Oui, c'est ça. Non, il faut avoir au moins ressenti quand même. Il faut avoir une certaine mobilité, en tout cas, si on enseigne le yoga flow ou le vinyasa, pour pouvoir avoir ressenti dans son corps les choses, connaître les actions. Mais après, on n'a pas besoin de faire partie du cirque du soleil, je pense, pour être moi, un bon prof. Il faut avoir pratiqué, il faut avoir rencontré des difficultés, il faut avoir progressé un minimum. Et après, on n'est pas obligé de performer. C'est ça, en fait, moi, souvent, je trouve qu'il y a une erreur dans si tel coach ne performe pas, alors il est pas bon. Personnellement, les tractions, les muscle-up, je suis léger. Ça n'a jamais été une difficulté, donc je pense pas être le meilleur pour enseigner ça. Pourtant, j'aurais sûrement des meilleures performances que certains qui sont lourds, pour qui donc les tractions, c'est pas la même chose. On va leur faire moins confiance qu'à moi, alors que c'est eux qui s'y connaissent le plus. Mais je te rejoins complètement. Et sur les difficultés, au contraire. Quand on rencontre des difficultés, souvent, on peut être même un meilleur prof. Parce qu'on a rencontré ces difficultés. Et ça, c'est super important. Et je dirais même, quand on est prof de yoga, en vrai, je pense qu'on n'exploite pas son plein potentiel. C'est-à-dire que moi, maintenant, je donne beaucoup de cours. Et c'est vrai que quand je rentre chez moi, je vais pas forcément faire des postures de yoga de fou. Et je vais pas forcément travailler sur ma progression en posture.
Et ça, c'est un peu frustrant, hein, je l'avoue. Mhm. C'est-à-dire que je pense que si j'étais pas prof, j'aurais probablement un meilleur niveau, entre guillemets, en posture. Mhm. Parce que je pourrais consacrer plus de temps à entraîner mon corps à faire des postures de dingue. Mhm. Donc vraiment, mais ça, c'est une super question parce que c'est une des frustrations quand on est prof de yoga. Je pense qu'on n'est pas à son plein potentiel. Et je pense aussi que toi, c'est probablement la même chose. Ouais, c'est un thème sur lequel je me suis fait un peu clasher sur les réseaux parce que forcément, on te trouve l'exemple qui dément ce que je dis. Et moi, je dis, quand t'es coach, il y a un moment où il faut choisir d'être soit le meilleur coach possible, soit le meilleur pratiquant possible. Alors, il y en a, ils disent, mais non, regarde, lui, il le fait. Bon, ils citent très souvent des gens qui sont un peu chargés, mais bref, effectivement, il y a toujours des gens hors normes qui arrivent à faire les deux. Et encore, soit c'est des coachs qui coachent très peu pour très cher, mais donc ils ont besoin d'un physique aussi pour vendre ça. Moi, j'ai énormément de clients. Je suis complet depuis quasi un an et demi. Donc, effectivement, moi, quand j'ai du temps, je peux pas aller à la salle à l'horaire où il y a le moins de monde pour avoir les machines que je veux. J'y vais quand il y a plein de monde. Et des fois, oui, je préfère me renseigner sur la pathologie d'un tel ou sur la difficulté d'un tel plutôt que de passer peut-être les 15-20 minutes de plus à ma séance qu'il m'aurait fallu pour m'améliorer. Et puis, en fait, il y a un moment, moi, je prends plus de plaisir à coacher qu'à pratiquer. Donc, je pratique parce que j'aime ça, mais je sais que je pourrais pas prendre plus de plaisir en progressant plus. Par contre, en coachant mieux, je vais prendre plus de plaisir. Je te rejoins complètement. En tout cas, je trouve qu'on a un peu ce choix. Moi, j'ai fait le choix de faire progresser mes élèves plutôt que moi progresser. Je parle dans les postures, bien sûr, mais je trouve aussi qu'à un moment, tu peux pas donner beaucoup de cours et à côté, toi, pratiquer énormément pour progresser. Évidemment, c'est pas... Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent le faire, mais... non, mais après, moi, je sais que sur les réseaux, il y en a, ils vont dire ça va, c'est pas pour 2-3 cours par jour et nous, c'est pas 2-3 cours par jour. Hein, mais moi, c'est 2-3 cours par jour, mais 2-3 cours collectifs par jour. Ouais. Franchement, je pratique pas. Donc, comme je disais, je guide beaucoup à la voix, mais je pratique aussi une bonne partie avec les élèves. Crois-moi, le soir, je fais bien dodo. Hein. Non, mais ça, c'est vraiment des choses que les gens, ils oublient. Donc, effectivement, quand on est coach ou prof de yoga, et le prof de yoga, c'est le pire parce que vous faites quasi toute la séance avec eux. Donc, en plus, vos séances, c'est souvent 1h30. Toi, tu fais du... Non, moi, je fais 1 heure. Tu fais 1 heure. Et donc 3 fois par jour, donc c'est 3 heures de sport dans la journée. En plus, si tu rajoutes ta séance, ça fait beaucoup. Et moi, donc j'ai beaucoup de coaching individuel, mais en fait, tout le matériel, c'est moi qui le ramène. Donc quand les gens, ils habitent au 4e étage, j'ai un sac à dos qui doit faire 10-15 kilos. Donc c'est moi qui monte les marches, qui vient. C'est moi qui donne les haltères. Ah, tu t'entraînes, quoi. Ah ouais, je m'entraîne. Après, il y a mes 1 heure, 1h30 de séance dans la journée. J'ai des séances de groupe. Alors, je m'économise énormément là-dessus parce que sinon, moi, je tiens pas ma semaine. Et donc, effectivement, quand les gens disent ça va, c'est quelques cours, en fait, non, parce que quand on les fait, les gens viennent s'entraîner, ils font 1 heure. Nous, on en fait 3, peut-être 4, peut-être 5. Et moi, je commence à 9h, mais des fois, le soir, je finis à 19h. Donc, en fait, il s'est passé 10 heures dans ma journée. Il y a eu 1 heure de pause repas. Tout le reste, c'est que des coachings qui s'enchaînent. Alors, moi, j'essaie de pas dépasser les 6 coachings dans la journée, mais il faut se dire 6 coachings dans la journée, c'est 6 heures de travail. Plus moi, je me déplace. Donc, c'est déjà une journée de 10-11 heures en réalité de travail. Et dans l'eau, il faut caler sa séance. Donc forcément, on arrive un peu fatigué. On ne peut pas performer comme s'il n'y avait rien. Exactement. Et en plus, je sais qu'on passe beaucoup de temps du coup dans notre univers. Bon, moi, c'est l'univers du yoga. Et parfois, j'ai juste besoin de couper. C'est-à-dire que je rentre chez moi. Je ne vais pas faire une séance de yoga. Je vais pas me dire, tiens, aujourd'hui, je vais travailler une super transition entre Bakasana et Kundiniyasana 2, tu vois. Voilà, tout le monde aura vu de quoi je parle, bien sûr. Exactement. Tout à fait. Je vais faire autre chose. Je vais aller courir. Voilà. Oui. Donc, je donne pas la priorité à ma pratique personnelle, très clairement, et à ma progression personnelle. Mais c'est un choix. Mais moi, quand j'ai débuté, quand je vais faire des séances de mobilité, d'étirement, stretching, elles duraient 1 heure, voire 1h30. Hein. J'avais le temps, je faisais des trucs de fou. Maintenant... 15 minutes, c'est bien déjà. Non, choisir, c'est renoncer. C'est ça. On a tout vu pour Alors, moi. Du coup, on passe à mes questions. Ah oui, est-ce que le yoga, c'est ennuyeux ? Alors, il faut savoir plusieurs choses. Pourquoi ? Alors, je suis désolé pour toute la communauté yoga. Je vous aime, tu vas te faire des ennemis. Non, alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai ce côté un peu... carré dans le sens, en fait, j'aime pas qu'il y ait... Alors, on est ennuyeux et en plus, on n'est pas carré. Okay. J'aime pas que ce soit enrobé. Alors, qu'est-ce que je veux dire par... Je donnerai son numéro de téléphone, comme ça, vous pourrez lui envoyer des petits mots sympas. Qu'est-ce que je veux dire par enrobé ? En fait, c'est ce dont tu as parlé, c'est toute la philosophie qu'il y a autour. En fait, moi, je vais préférer séparer les deux. C'est-à-dire qu'en fait, je vais à la salle et de manière mécanique, je sais combien de reps j'ai, je sais mon protocole, je sais ce que je veux faire. Et je suis en fait dans mon corps en train d'analyser ce qui se passe. Donc, je suis très, très focus. Je suis en train de dire, OK, là, la 8e rep, elle était dure, elle aurait pas dû être dure. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu penses que tu as bien dormi ? Qu'est-ce que tu as mangé ? Et j'essaie d'analyser et je me dis, OK, là, tu veux mettre plus lourd, mais tu étais déjà en difficulté parce que tu sais pas, mais ton programme, c'est tu dois mettre plus lourd, mais tu sais que c'est pas logique. Et en fait, moi, je suis dans ce débat interne. Donc, j'aime bien faire les choses
pour un objectif précis et être carré là-dessus. Le problème du yoga, pour moi, on a parlé de la posture parfaite. Je pense que moi, j'aurais plus cette idée de cours individuel de yoga. Et jusqu'ici, je n'ai fait que des cours collectifs. Et effectivement, il y a un rythme. Il faut suivre la prof. Quand c'est la première fois, tu connais pas les noms. Donc, tu passes tout ton temps à lever la tête pour pas que la première fois, il faut au moins, je dirais, 4 ou 5 cours pour commencer à atterrir. Voilà, non, mais voilà. Et en fait, moi, je ressens les bienfaits physiques. Je sens que j'en ai besoin. Mais l'enrobage va me déranger, en fait. Et par contre, le Pilates... alors moi, le Pilates, j'ai fait la formation d'initiateur en Pilates, donc j'ai été formé comme un formateur. Ça, j'ai adoré. Parce que c'était très carré, c'était... Ok, mais quand tu t'es relâché, ton bassin a légèrement bougé, c'est mal, il y a un muscle en trop qui a été activé, il faut que tu le désactives. Donc tu vois le truc très biomécanique. Et ça me plaît. J'entends et je respecte. Voilà, mais donc après, c'est comme je dis, moi j'aime bien aller à la salle, ma copine elle aime bien faire des randonnées. Moi en randonnée, je m'ennuie, elle à la salle, ce serait l'horreur. En fait, il y a chacun son plaisir. Et pour moi, le yoga, c'est pas que c'est ennuyeux, c'est que moi je m'ennuie. Tu vois, c'est ça la différence, c'est que moi je vais. Non, mais je comprends. Je comprends. Enfin, je le ressens pas moi, donc c'est... C'est le grand truc d'ailleurs. Je comprends, je te respecte plus, mais je comprends. C'était un peu ça. C'était un peu ça. Non, mais parce que c'est vrai que moi, je vois vraiment le yoga comme quelque chose de... Ouais, où justement, tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Oui. Parce que moi qui suis un peu du style hyperactive, le cerveau qui part dans 12 directions en même temps, le yoga me centre. Et en même temps, il me centre pas non plus trop, parce que c'est quand même assez exigeant. Et vu que le prof évoque différentes choses, ça me permet de rester aussi dans cette bulle-là. Moi, parfois, je parle philosophie alors que les élèves sont sur un pied, tu vois. Alors, il faut dire la vérité, ils me détestent. Parce que... Mais si je vous parle philosophie, c'est pour que vous ne sentiez pas justement que ça fait 30 secondes que vous êtes sur un pied. Hein. Ah oui, mais moi, sur leur position de gainage, c'est le moment où je fais... Donc, ce week-end où... Alors, j'ai un gros ragot et je raconte tout ce que je peux. Et d'ailleurs, plus je vois que c'est dur pour la personne, plus j'accélère mon débit de parole pour un petit peu la noyer et qu'elle se sente pas. Et des fois, je suis là, je fais... 30 secondes, c'était impossible. On est à 33 depuis que je raconte ma vie. C'est ça. Mais souvent, les blagues viennent justement au moment où on sent que les gens sont en train de craquer. C'est ça. En fait, c'est une technique. C'est une technique de pro. C'est vrai. Après, je pense que, je vais être très sincère avec toi, j'ai trouvé certains cours de yoga ennuyeux. Oui, il y en a, oui. Ouais. Moi, non, mais j'avoue. Ma copine a pu en tester. Elle a dit, je me suis senti déjà agressé parce que le rythme était beaucoup trop fort et il n'y avait pas le côté apprentissage. Et entre le rythme qu'elle a eu ou juste une vidéo, ça changeait rien. Donc, comme tu disais, il y a le rapport au prof, l'investissement. C'est ça. Ma sœur est prof de yoga aussi et elle, il y a des cours où elle était en formation. Et en fait, elle s'est sentie tellement agressée par la formatrice qu'elle était pas bien. Donc, je pense que ça dépend vraiment de la personne, vraiment de l'ambiance, tout ça. Et moi, j'ai beaucoup de gens qui ont peur du sport, de manière générale, qui voient que je rigole, que je souris, que je les pousse pas dans leur retranchement dès la première séance et ça les rassure. Et ce qui fait qu'ils vont bien vivre la séance. Mais je pense que l'important, enfin, pour moi en tout cas, en tant que prof de yoga, c'est d'être authentique. Et parfois, je me dis, ah non, mais je devrais être plus sérieuse. Et puis, je me dis, mais en fait, mais si c'est pas moi, autant aller chez quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, ce qui fait l'unicité, que ce soit du coach ou du prof de yoga, c'est ça, c'est son authenticité. Et moi, dans la vie, je suis plutôt quelqu'un qui va, rigolote. Et je vois pas pourquoi. Et en plus, ça vient spontanément. Donc, il faudrait que non, en fait, allez, c'est pas grave. Et puis les gens, ils sont sensibles. Moi, j'ai un groupe qui était, on va dire, en place depuis quelques temps et il y a 2 nouvelles personnes qui rejoignent. Des personnes en plus avec des pathologies. Donc j'étais super concentré sur elles parce qu'il y avait tout qui était nouveau, fallait faire attention. Et au milieu du cours, on me dit, tout va bien, tu rigoles pas trop aujourd'hui. Et je dis, désolé, en fait, moi, je me permets de rigoler quand je sais que tout le monde est en sécurité et que vous êtes habitués. Là, il y a de nouveau, je suis focus, il faut que je vérifie. Et je leur dis, vous inquiétez pas, prochain cours, ça devrait aller un peu mieux. Mais là, on me dit 2 personnes, 2 pathos qui sont pas les mêmes et qui sont pas les mêmes que le reste du groupe. Ouais, forcément, j'étais un peu plus sérieux. Mais forcément, dans mon cours, non, on mais rigole. Je te rejoins. Moi, suivant les groupes, suivant les cours, c'est différent. Mais il y a toujours ce truc, moi, je pense qu'il faut rester authentique. Et moi, le fait, de rire, entre guillemets, ça fait partie de la personnalité. Donc. Le bien-être, le plaisir. C'est ça. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des profs de yoga qui sont pas du tout là-dedans. Il y en a vraiment qui vont un peu même tirer la gueule, on peut le dire. Ça fait partie du personnage. Et il y a des gens qui demandent ça. Et c'est très bien. Parce que ça veut dire que les gens qui ont besoin d'un prof un peu qui froncent les sourcils, ils peuvent. Et puis, ceux qui ont besoin d'un prof un peu plus souriant, ou rigolo, bref. Moi, on m'a déjà demandé, on m'a dit, moi, je cherche un coach qui me crie dessus. J'ai dit, c'est pas moi. Voilà. Et ils m'ont dit, quand même. Et je fais, comment ça, quand même? J'ai dit, je crie pas. Moi, quand je crie, c'est pour encourager à la fin, quand il est fatigué. Mais je crie pas. Elle, c'était un petit peu
crier, voire m'insulter, sinon je fais pas. En fait, elle voulait quelqu'un qui la force. Et j'ai dit, bah non, moi c'est un partenariat, le coaching. Je veux dire, je t'aide. Non, moi c'est pareil. Si vous voulez vous faire insulter, ne venez pas chez moi. C'est non. le délire, non. Alors, doit-on être sérieux en cours de yoga? Mais on vient. Voilà, on est trop performant. Est-ce qu'on progresse à chaque séance? Alors, pourquoi j'ai dit oui? C'est une super bonne question. Moi, en fait, je considère qu'il y a plusieurs domaines de progression. Donc, on va garder le yoga pour que ça parle. Par exemple, mon chien tête en bas. Première séance, j'ai pas su le faire parce que je voulais faire dos droit et jambes tendues. Puis on m'a expliqué que non, il y a une phase de progression, donc je peux fléchir les jambes. Donc première séance, j'apprends ça. Deuxième séance, je fais jambes fléchies, mais je progresse pas, je découvre la position. Mais en fait, j'apprends une posture, j'apprends une technique. Troisième séance, mon dos se met droit naturellement, j'ai pas à me concentrer dessus, donc je me concentre plus sur mes jambes qui commencent à s'assouplir. Donc pour moi, en fait, on progresse en schéma corporel, apprentissage du corps, engagement musculaire. On progresse juste sur le plaisir qu'on y prend. Donc sur la technique et sur la force, sur la souplesse. Et pour moi, en fait, si on vient à une séance, comme tous ceux qui sont dans la muscu la vivent, c'est cette séance, j'aurais dû augmenter, mais j'augmente pas les poids. En fait, pourquoi vous augmentez pas les poids? Potentiellement, vous stabilisez mieux une articulation, vous engagez mieux un muscle. Et en fait, vous venez de désengager un muscle qui ne devait pas travailler pour n'utiliser que ceux qui devaient travailler. Donc oui, vous progressez pas, mais en réalité, la tension musculaire, vous l'avez mise au bon endroit. Mais le poids sur l'haltère n'a pas bougé. Et en fait, pour moi, on parle souvent de phase de stagnation, mais c'est des fausses phases de stagnation. C'est le moment où la technique se développe, l'engagement musculaire se développe, ou tout simplement, votre corps, il avait besoin de se reposer parce qu'il ne peut pas augmenter en continu. Donc en fait, pour moi, tant qu'on fait pas de pause, on progresse. Ça y est, je comprends ta réponse. Complètement d'accord avec toi. Moi, au contraire, j'aurais mis non, mais dans le sens où on ne ressent pas toujours la progression. Ça, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et parce qu'il y a des fois, on est fatigué. Il peut même y avoir des phases où on se dit « Ah, mais ça, j'arrive à faire cette posture, j'y arrive plus. Comment c'est possible ?» Mais en vrai, sur le fond, on progresse. Ouais. Et c'est vrai qu'on regrette rarement d'être allé à une séance. Oui, voilà. Donc, et puis, pour parler de la fatigue, moi, j'avais une cliente, elle mettait 3 kilos par bras au développé militaire. Puis, fatigue, mais pas dans la même séance, au fur et à mesure des semaines. Mais 2 kilos, on finit à 1 kilo, elle n'en pouvait plus, et elle est enfin en période de vacances. Et là, tout de suite, dès la première séance en vacances où elle a bien dormi, elle met 5 kilos par bras. Et c'est là où je dis aux gens, en fait, même fatigué, alors faut pas partir dans des extrêmes non plus, mais vous progressez. Parce que quand on sait s'entraîner au même niveau que d'habitude, ou un peu moins, mais en étant fatigué, on progresse. Et en fait, elle était à 3 kilos, et au final, elle est montée jusqu'à 5, mais elle le savait pas. Et sur les haltères, on voyait que ça faisait 1 kilo, très frustrée. Dès qu'elle s'est reposée, elle a dit, ah ouais, en fait, j'ai progressé. Tant, effectivement, on ne voit pas toujours la progression. Voilà, en fait, on progresse, mais en sous-marin. Ouais, c'est ça. Ce sera l'image du jour. Proposer des cours tout niveau. Alors, très rapide, sur les cours tout niveau, en fait, ça dépend à quel point il y a une différence de niveau. Un jour, c'est vraiment une caricature, mais une caricature, un extrême, mais j'avais un cours. C'était une personne qui avait une paralysie faciale, avec potentiellement des brûlures dans l'œil, plus des fois une jambe qui se bloquait, et avec un contexte médical où les médecins n'étaient pas très clairs sur ce qu'il y avait, ils ne savaient pas trop, et il s'est retrouvé dans un groupe, en plus il avait plus de 60 ans, mais avec des gens de 40 ans en pleine forme. Et forcément, créer un circuit adapté à tout le monde, sachant que des fois, cette personne, elle sort du groupe parce qu'elle a une brûlure tellement intense dans l'œil qu'elle doit faire une pause. On parlait la dernière fois de stigmatiser les gens, de faire attention à ça. Là, en fait, la personne se retrouve stigmatisée parce qu'on la met dans une intensité qui n'est pas la sienne. Et en fait, on peut adapter, mais malheureusement, ça a ses limites. Ouais, moi je suis d'accord. C'est le rôle du prof et c'est un peu justement son talent. Mais le talent a ses limites. Ouais, on peut pas réinventer. On finit là sur les punchlines. Ouais, c'est ça. Sur la fin. Est-ce que le prof a toujours raison? Alors non, on peut se tromper parce qu'il y a des choses qu'on voit pas. Des fois, on pense que c'est tel muscle qui pose problème et la posture nous indique que c'est ce muscle-là. Et en fait, en progressant, on se dit ah non, en fait, c'était pas ça. Tout comme quelqu'un qui manque de souplesse, je peux lui dire ça vient du psoas, ça vient de tes ischios. Et en fait, la personne ne progresse pas, elle va faire un tour chez l'ostéo et d'un coup la souplesse revient. Oui, l'ostéo c'est pas mon domaine, donc voilà. Donc forcément, il y a des fois où on a tort. Et justement, je trouve qu'un professionnel qui reconnaît qu'il peut avoir tort, vous êtes sur un bon professionnel en qui vous pouvez avoir confiance que ça nous arrivera un jour ou l'autre. Reconnaître qu'on a tort ou qu'on sait pas. Moi, c'est une des choses, même quand j'étais dans l'éducation nationale, ça m'est arrivé devant une classe de 35 élèves de dire à mes élèves, je sais pas. Et en fait, je pense qu'ils apprécient plus que si on leur dit, si on leur raconte des moi, on m'a demandé, crée-moi une séance de RPM. Je fais RPM, j'en ai jamais fait. J'ai commencé à regarder sur Internet, je dis, en fait, écoute, c'est pas du tout mon domaine. Vois avec celui de ta salle parce que voilà, et faut pas aller là où c'est pas notre domaine. On continue. Est-ce qu'on a le droit de parler à son voisin? On doit parler, on doit rigoler. Un peu. En yoga, c'est différent. En yoga, je dirais, pendant le flow,
Non. Parce qu'on est concentré sur son tapis. Par contre, au début et à la fin du cours, oui, ou dans les petites pauses. Oui, voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est différent. Nous, pendant les flots, quand même, on reste dans le silence, on essaye d'écouter le prof. Déjà, il raconte beaucoup de choses. Est-ce qu'on vit d'amour et d'eau fraîche? Oui, mais on fait des écarts. Hein. Non, et par rapport au fait de se faire payer aussi, c'est souvent, on se dit, notamment en yoga, c'est des professionnels du bien-être, ils devraient faire ça quasi bénévolement. Mais il faut savoir que c'est beaucoup de travail. Hein, en fait, moi, ce que je dis souvent à mes élèves, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en fait, votre bien-être ou le fait que le cours soit fonctionnel pour vous, vous apporte des choses, est énormément lié au fait que nous, on soit heureux. En fait, moi, souvent, je dis, dans mon métier, c'est prévu, c'est intégré que moi, je sois heureux. Et pour être heureux, on n'a pas besoin d'être extrêmement riche, mais en tout cas, on a besoin de ne pas se poser la question de si on peut se payer à manger ou payer son loyer. Donc forcément, ça a un tarif, ça a un prix, et c'est aussi une forme de respect aussi. Alors pas forcément d'être payé cher, mais d'être payé, parce que de toute façon, on le voit, hein, les cours gratuits, les gens, ils préviennent pas ou autre. Mais donc pour moi, en fait, ce qui est important, c'est que les gens comprennent qu'en fait, on est aussi des humains, on a les mêmes problèmes qu'eux. Effectivement, peut-être de par notre métier, on les gère mieux, mais pas toujours. Et des fois, le sort s'acharne sur nous, donc on aura des coups de mou ou autre. Donc c'est normal de pas juste faire ça bénévolement, surtout quand ça prend autant de temps pour nous deux dans notre semaine, quoi. Moi, je sais que j'ai jamais autant travaillé que depuis que je suis prof de yoga. Ouais. Et il faut que je mange, il faut que je me loge, que j'achète 1 ou 2 leggings de temps en temps. Et ça, c'est vrai que notamment dans le monde du bien-être, c'est un peu mal vu. C'est mal vu maintenant. On sait qu'il faut rémunérer les profs, mais c'est assez tabou, l'argent. C'est assez tabou. C'est assez tabou. Eh bien, si, en fait, c'est avec l'argent des élèves qu'on vit. Et c'est aussi pour ça qu'on peut amener des cours de qualité. Parce qu'on a un toit sur la tête où on peut préparer nos cours. Voilà. Exactement. Donc, en fait, bien sûr qu'on ne vit pas que d'argent. Que d'argent. On ne vit que d'argent, le capitalisme. On ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Voilà. Est-ce que le yoga est un sport? On en a parlé. Oui, par rapport au physique. C'est un yoga, mais avec une philosophie. C'est un sport avec une philosophie. Donc, c'est pas qu'un sport. Voilà, c'est un sport, mais c'est pas qu'un sport. C'est ça. La morphologie, la souplesse, on en a parlé. Voilà, oui. Et le dernier. Et est-ce que tu fais des bêtises pendant tes cours, les tromper, me tromper d'articulation? Non, ouais, tout ça, oui, le dernier cours de la journée, il y a la langue qui fourche. Non, franchement, ça arrive de faire des erreurs, et des fois même, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller au mauvais endroit pour rejoindre ma coachée. Hein. C'est un coup c'est chez elle, un coup c'est sur la plage. Et je sais pas pourquoi. J'étais persuadé que c'était chez elle alors qu'on n'avait rien dit. Et donc je suis arrivé chez elle, elle m'a dit je suis là. Et je fais chez toi? Non, à la plage. Je fais je vais avoir 10 minutes de retard. Et moi, on va terminer avec une petite anecdote. Au début, moi, je me trompe encore. Ça arrive par exemple dans un flow d'oublier une posture. Ça m'arrive. Alors j'espère de moins en moins avec l'expérience, mais ça arrive encore. Il suffit d'être fatigué, d'être pris par. Tu regardes un élève, tu le corriges en même temps. Voilà. Alors parfois même, on peut oublier par exemple le côté un des deux côtés. Ça tout le temps. Moi, c'est mes élèves qui me le disent. Je sais pas si ça m'est déjà arrivé, mais en tout cas, je sais que potentiellement ça arrive. Bon, toutes ces erreurs-là. Au début, quand j'ai commencé à enseigner, j'en pleurais. Mais c'est-à-dire que je rentrais chez moi, mais je pleurais physiquement. Il y avait des larmes qui coulaient sur mes joues. Maintenant, j'ai appris qu'en fait, ça fait partie du métier. C'est ça. Que tous les profs, en fait, à un moment, on a un coup de mou, on oublie une posture. Et en fait, alors je dis pas que ça m'embête pas. Oui, mais voilà quoi. Je rentre plus chez moi en pleurant. Je pouvais ne pas endormir la nuit. Vraiment. Non, mais moi, c'était vraiment, tu vois, je dis, vous faites le côté droit, ils sont en train de le faire. Et en fait, je regarde le prochain exercice, je dis, OK, alors lui, c'était dur, faudrait qu'il diminue. Lui, c'était facile, faudrait qu'il augmente. Lui, il faut qu'il fasse attention à ça. Et top, maintenant, vu que je pensais à l'exhaustion, je dis ça, ils me font, non, il y a l'autre côté. Je vais, pardon, faites-le. C'est vrai. Merci aux élèves qui, parfois, nous font des petits signes quand on oublie un truc. Ouais, et qui sont mal vus par les autres élèves, hein, parce que c'est un peu les balances, ils font, mais il allait oublier. C'est ça. Il allait pas nous faire faire. Non, c'est... Et au début, vraiment, c'était comme si le monde me tombait sur la tête. J'avais envie de... Oui. Puis en fait, on vit avec. C'est ça aussi, je pense, le fait de progresser. Oui, mais quand tu prends l'expérience, tu te rends compte que oui... On est humain. On est humain. Ça arrive de faire des petites erreurs et c'est pas grave. C'est sans conséquence en réalité. Et non, mais je répète souvent à mes élèves, en fait, je suis juste un être humain. C'est ça. Parfait. On clôture sur ces magnifiques paroles. On a fait 5 minutes de trop, mais c'est bien quand même. On a tout fait. Top, super, on a tout fait. Super, merci Gabriel. Merci à toi.